heure à se consacrer sur cette série culte. Et pour cela, on a un plateau exceptionnel d'invités. On va commencer par le papa des Mystérieuses Cités d'Or, Monsieur Bernard Derriès. On peut applaudir. On peut continuer. Présence exceptionnelle, donc, et méritée. Nous avons aussi Gilles Broche, qui est le président de l'association des Enfants du Soleil et co-auteur de l'ouvrage Les Mystérieuses Cités d'Or, les secrets d'une saga mythique aux éditions Soleil, ainsi que Rue Pasquale, co-auteur de même ouvrage, journaliste spécialisé et rédacteur en chef du magazine 30 ans et demi. Et nous avons aussi la présence exceptionnelle de Virgile Offray à la technique, qui va être chargé de la direction artistique de la future adaptation cinématographique. Est-ce que vous le saviez? Non? Eh bien, vous en saurez davantage pendant cette conférence. Merci à vous d'être présents, merci à vous d'être venus aussi nombreux. On espère un peu plus de monde quand même, avec le générique on s'attendait un peu à tirer. Mais il y a la concurrence. Donc, les Mystérieuses Cités d'Or, tout le monde connaît, j'imagine. En dehors du générique, du dessin animé, depuis 83, les multidiffusions, etc. Bernard, avant de réaliser les Mystérieuses Cités d'Or, quel était ton parcours avant d'être ce fameux réalisateur, entre autres des Cités d'Or, du Lys 31 en amont? Raconte-nous un peu ton... J'ai commencé par faire de la publicité. Et ensuite, la première série par laquelle j'ai commencé ma carrière, c'était Ulysse 31. Donc ensuite... Ulysse 31. Merci. Et ensuite, Les Cités d'Or, la deuxième série que j'ai produite, j'ai réalisée. Et tu as enseigné au début, avant d'être dans la publicité? Oui, alors j'ai été illustrateur, professeur de dessin dans une école publicité. Donc mon métier premier, ça a été vraiment la publicité. Ça a été l'illustration beaucoup et la direction artistique dans certaines agences. Quelles ont été tes influences? Ensuite, j'ai retrouvé Jean Chalopin, oui. Quelles ont été tes influences? Comment es-tu devenu illustrateur? Tu as eu des... J'ai lu que tu étais assez amateur de Disney. Oui, non mais ça c'était pour le dessin animé parce qu'il y avait à peu près que Disney qui existait à mon époque, donc Disney, et puis la production japonaise était inconnue en France, donc les références c'était les longs métrages de Disney, hein. C'était la seule et unique référence, et les séries c'était des séries comme quand j'étais un peu plus vieux, Scooby-Doo, ce genre de choses, quoi. Voilà, c'était vraiment les séries américaines avec la mise en scène latérale. Des personnages qui vont d'un côté, de l'autre, comme ça, qui courent, et une mise en scène, disons, un peu plus comédie. Par la suite, j'ai découvert la mise en scène japonaise, et là, c'était vraiment une découverte, un flash, là, vraiment, ça m'a marqué. Et en parlant avec les Japonais, je leur ai dit, vraiment, vous avez une façon de mettre en scène qui est cinématographique, avec des changements d'angle, des plongées, des contre-plongées, et ils m'ont dit, mais on a pris comme référence, nous, le cinéma français des années 40 et 50, 1940 et 1950. En parlant avec, c'est pas tous les réalisateurs qui m'ont dit ça, mais les plus vieux m'ont dit, pour nous le cinéma français 40-50, c'était une référence de mise en scène. Quels étaient ces films? Alors, c'était les films qu'on trouvait facilement, beaucoup plus facilement à l'époque en VHS à Tokyo qu'à Paris, parce que la VHS démarrait, alors que c'était... comment ça s'appelle déjà, les films de Carnet qui se passe une station de métro là, comment les enfants les enfants du paradis étaient vraiment une référence, mais je cherche plutôt il y a une chanson, Les Feuilles Mortes, ramasse à l'appel, enfin bon, ça c'était la référence. Le cinéma français de cette époque en noir et blanc, la mise en scène française leur avait servi de référence pour les angles de prise de vue. Et il y a une rencontre assez déterminante pour entrer dans la publicité, Jean Chalopin. Voilà, que je connaissais quand on était plus jeune, et on s'est retrouvés à travers la publicité. J'ai fait quelques illustrations pour lui, et puis on s'est retrouvés avec plaisir. Moi, je faisais de l'animation avec mes élèves à l'école où j'enseignais, et on s'est donné rendez-vous un samedi matin pour être plus tranquille. Lui, il était plus tranquille, et je lui ai montré ce que je faisais avec mes élèves à l'école en animation. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse un studio de dessin animé? J'ai mis 2 secondes à réfléchir, et puis j'ai dit oui. Voilà, donc le fameux ça a été pas plus compliqué que ça. DIC. Mais quand même, il y avait une grande envie de ma part de le faire. Donc, et lui, il y avait un besoin pour la société. Il faisait des films publicitaires à l'époque de petites animations.
Et la première coproduction, co-réalisation avec les Japonais, c'est Ulysse 31. Comment est née cette première rencontre avec les Japonais? Pourquoi les Japonais? Alors, on produisait d'abord des films publicitaires et puis des films d'entreprise. Et puis un jour, on s'est posé la question de pourquoi on ferait pas une série, un peu comme... vous savez, c'est un peu quand on est jeune, hein, c'est un peu aux innocents les mains pleines. On se pose pas vraiment de la question de savoir si ça va marcher ou pas. On se dit, voilà, pourquoi on ferait pas ça? Et puis, bah, écoutez, Jean, qui a toujours eu beaucoup d'idées, a eu l'idée d'Ulysse 31. Pourquoi pas l'Odyssée? Pourquoi pas dans le futur? On était déjà branchés très science-fiction. Pourquoi pas au 31e siècle? Comment on va appeler la série? Ah bah Ulysse 31, ça s'imposait, quoi. Donc, on a été voir France 3. À l'époque, il y avait que 3 chaînes. Hein. Donc, c'était aussi beaucoup plus facile. On a été voir France 3, on leur a proposé le concept. Les chaînes qui, à l'époque, aimaient produire du dessin animé, mais toujours dans un but un peu didactique. Il fallait qu'il y ait quand même un peu de culture, un peu d'apprentissage dedans. On trouvait que le concept était très bon. L'Odyssée transposée en science-fiction, pour eux, c'était fabuleux. On est parti comme ça, et contrairement à aujourd'hui, on est pratiquement parti avec une carte blanche. On leur a montré les premières esquisses de dessin qui leur ont plu. Ils ont lu les scénarios. Et à part ça, on n'a vraiment eu aucun problème avec le France 3 et on a produit la série en 1 an. Et les Japonais sont venus parce qu'à l'époque, c'était la période qui voulait ça. Les Japonais cherchaient, eux, une manière de rentrer sur le marché européen. Et au MIP TV qui se déroule à Cannes, c'est un peu comme le Festival de Cannes, mais pour la télévision. Au MIP TV, donc, Jean Chalopin a rencontré le président de TMS. Et je résume quand même assez simplement. Donc, le président de TMS, et la rencontre s'est faite, l'entente s'est faite sur Ulysse 31, une production française, et c'est la première fois que les Japonais entraient en coproduction pour un dessin animé. Avant, ils étaient en prestation, c'est-à-dire on les payait pour fabriquer. Et là, ça a été la première coproduction. Ensuite est née Les Mystérieuses Cités d'Or. Oui, Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc c'était un petit peu NHK, ça a fait un peu de bruit. NHK qui est l'équivalent de Arte aujourd'hui. Et la production d'Ulysse à Tokyo a fait un peu de bruit dans le milieu professionnel. Et NHK qui cherchait une coproduction pour financer un projet à eux qui était donc Les Mystérieuses Cités d'Or, nous a présenté leur projet. Et ça nous a plu, c'était dans l'esprit aventure pour les enfants. Il y avait la quête, toujours. Hein. Alors dans Ulysse, c'est la quête de la terre. Là, bon, la quête du père, des origines. Et ça nous a bien plu. Ça rentrait un peu dans ce qu'on ressentait à l'époque. On a introduit un peu plus de science-fiction par rapport à l'équipe japonaise. Et puis, voilà le résultat. On peut citer Mitsuru voilà, Kaneko. Donc le producteur japonais qui était vraiment très, très ouvert à ce genre de choses. Hein. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Hein. Je vous dis, on venait de démarrer Ulysse, une vraie coproduction. Donc il y avait vraiment 2 cultures qui s'affrontaient quelquefois. Ça a toujours été quand même dans un esprit positif. Mais Mitsuru Kaneko, qui était le producteur japonais des Cités d'Or, nous a vraiment bien accueillis et beaucoup aidés. Et d'ailleurs, c'est resté un ami encore aujourd'hui. Et c'est la lecture d'un roman. À l'origine, il y a un roman original. Oui, alors c'est lui qui avait découvert. Il y a un roman américain qui s'appelle King Fifth, qui était que Mitsuru Kaneko avait lu et qu'il a voulu lancer donc avec NHK. Et nous, on est arrivés par la suite, alors que le travail de recherche n'était pas encore abouti. Et donc du coup, la France a porté, on va dire, le côté fantastique à l'histoire originale. Un peu plus, oui, un peu plus SF, oui. On est rentré parce que à l'époque, en France, il y avait la mode de certaines collections de livres ésotériques sur les origines des civilisations, l'Empire de Mu, les Tibétains, enfin toutes ces choses un peu mystérieuses pour l'humanité. C'était un peu la mode et on était avec Jean, on était un petit peu influencés, on était un peu dans le bain. Et ça nous a un peu amené le côté science-fiction, extraterrestre, toutes ces questions mystérieuses qu'on se pose par rapport à ces anciennes civilisations. Et du coup, comment vous travailliez à l'époque avec le Japon? Il y avait des allers-retours, il n'y avait pas Internet, hein, c'était dans les début 80. Non, j'allais habiter à Tokyo, j'étais là-bas en direct pour les productions, puisque nous, à l'époque, en France, on ne pouvait pas produire ni Ulysse ni les Cités d'Or, parce qu'il y avait à peu près
En France, je dirais à l'époque, il y avait au maximum 500 personnes qui travaillaient dans le milieu du dessin animé, ce qui permettait même pas de produire un épisode, peut-être 2 épisodes par an. Alors là, il fallait qu'on en produise 26. Donc l'outil japonais était vraiment providentiel. Et là, moi, je suis parti au Japon, et donc là, je me suis baigné dans la culture japonaise d'abord, la découverte des gens, alors avec leur diversité aussi, comme en France. Et le barrage de la langue, non, ça a été. C'est-à-dire que ça résout le problème tout de suite. On peut pas parler japonais en 15 jours. Donc c'est pas comme l'anglais. L'anglais, on peut quand même s'entraîner en 3 mois. On peut commencer à se débrouiller. Il y a une construction de la langue qui ressemble un peu à la nôtre. Donc il n'y a pas de problème. Là non. Donc on est toujours avec des interprètes. On était toujours avec des interprètes. On avait quand même appris suffisamment de japonais pour se débrouiller, parce que le japonais dans la vie simple, aller au restaurant, ce genre de choses, ça reste relativement simple et facile à apprendre. Après, pour parler de scénario et de concept, là, c'est une langue qui est très compliquée. Donc on avait toujours des interprètes avec nous. Donc Les Cités d'Or, c'est sorti en 83 en France. Oui, en a été 83. diffusé. On va demander devant ces jeunes spectateurs. Et vous, c'est vous, hein. Qui a découvert Cité d'Or lors de la première diffusion? Attention. Oh. Ah, ça fait du monde. Ah, je suis content de vous voir aujourd'hui, hein. Je suis vraiment content. Ça fait plaisir, parce que vraiment, on voyait pas le public, on n'avait pas de nouvelles de lui. Oui, c'est quelques années plus tard que vous avez appris quand même le succès. Il y a une grosse dizaine d'années, oui. Alors voilà, je vais vous laisser la parole maintenant. Exactement, donc avec Gilles et Rui, donc du coup qu'on fait l'ouvrage, donc les secrets d'une saga mythique, émission Cité d'Or l'année dernière, à l'occasion des 30 ans, faut savoir que l'année dernière c'est 30 ans d'émission Cité d'Or, avec notamment la sortie de l'ouvrage, la sortie d'un manga, la sortie de la saison 2 aussi, on va y revenir, et le film qui a été annoncé en avant-première. Donc, Gilles, tu as créé en 2000 une association de fans d'émission Cité d'Or. Pourquoi ? Eh bien, j'ai fait le constat que beaucoup de gens aimaient cette série, moi le premier, et que rien n'était fait. Et je cherchais un moyen de rendre hommage à leurs créateurs et de faire quelque chose qui mette un peu cette série en avant. Donc j'ai rencontré d'autres fans qui avaient les mêmes idées. On s'est réunis et on a créé une association. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le dessin animé émission Cité d'Or ? C'est l'aventure, c'est le documentaire aussi. Il faut savoir qu'il y a une particularité. Dessin animé, il y avait un mini documentaire à l'issue de chaque épisode. Je dirais c'est un ensemble de choses qui fait que cette série est un peu unique. L'enfant du soleil. Ouais. Il est où Esteban là ? Faut faire un sacrifice. Donc oui, donc tu disais, parle bien un ensemble de choses, l'aventure, l'histoire, la musique, les images, le petit documentaire à la fin qui faisait le petit plus. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que c'est une série qui a un charme unique par rapport aux autres séries. Rui, qu'est-ce qui fait la force d'émission Cité d'Or pour toi ? Personnellement, j'ai été bien bercé par les 3 personnages. C'était 3 enfants, donc on retrouvait des séries avant de SF, mais c'était pas forcément les enfants les héros. Et là, à proprement parler, il y avait une quête initiatique, de l'aventure, du suspense, la musique, formidable musique de Shuki Levy, Raimi Saban. On peut en parler, de la musique quand même, qui a été un élément important aussi. Je crois que c'est Bernard qui a un peu géré tout ça en ayant transmis une liste impressionnante de références aux Américains. C'est les Américains, Oui, la production de la musique se passait à Los Angeles. Et le montage se passait à Paris. Oui. Le montage de la musique par rapport aux images, c'était Paris. Studio Carina, rue Legendre à Paris. Mais la production de la musique se faisait à Los Angeles, au studio Saban de Los Angeles. Comment ? Sound Connection. Sound Connection, oui. Ventura Boulevard. Je me rappelle plus du numéro. Et une grande richesse musicale, c'était un souhait. On voulait que ce soit... on voulait pas prendre les enfants pour un public trop enfantin, justement. On voulait que ce soit un film pour tout, comme pour tout le monde, c'est-à-dire avec de la vraie musique symphonique de film, des bruitages, des dialogues, une action, et que ce soit un film d'aventure pour tous, et non pas fabriquer un film pour les enfants. Ça veut rien dire pour moi depuis toujours.
Les enfants sont un public comme les autres. Il n'y a pas alors, sauf peut-être une exception pour les petits enfants, effectivement, mais autrement, les enfants à l'époque de 7-8 ans étaient demandeurs de ce genre de choses. Et le doublage a été aussi particulièrement marquant, puisque Bernard Derriès parlait tout à l'heure d'Ulysse 31. Nous avions particulièrement apprécié la voix de Jean Topard à travers celle de Zeus et des dieux de l'Olympe dans Ulysse. Et quand cette voix a été reprise pour faire les documentaires des Mystérieuses Cités d'Or, là aussi c'était nouveau. Et à travers le timbre, et à travers ces petits documentaires qui ponctuaient les épisodes, et qui tranchaient peut-être avec le dessin animé. Donc ça aussi, ça a joué, je pense, beaucoup, contribué au succès des Mystérieuses Cités d'Or. Et j'ajouterais aussi que l'aspect feuilletonnant du dessin animé, le fait qu'on ait envie à chaque épisode de retrouver, moi personnellement, le mercredi, c'était pas possible. Les devoirs, on verra plus tard. J'avais envie de retrouver la suite. Donc c'était une série à suite, et on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est ça que je trouvais aussi fabuleux. Si on parlait du générique qu'on a diffusé, comment est né ce générique culte? Qui veut en parler? Gilles, Bernard? Allez, Gilles. Laissons parler un peu les spectateurs. Il est né à l'initiative de Bernard, justement, qui a donné quelques indications à Chouki Lévy et à Haïm Saban pour écrire et composer ces quelques notes. Donc on peut peut-être citer quelques références. Donc par exemple pour la petite intro là, qui démarre dans les intoiles, il avait proposé L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Il y a une petite musique qui s'appelait Le Jardin, qui était un petit peu dans ces tons-là, avec quelques vagues. Puis il avait donné ça comme indication à Chouki Lévy. Et puis et le narrateur. Si vous écoutez L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, qui est une musique un peu difficile, à l'intérieur il y a un petit morceau qui s'appelle Le Jardin, qui est plus facile à appréhender. Et vous allez voir que c'est un peu dans l'esprit de ce que j'avais demandé pour cette musique mystérieuse qui nous introduit jusqu'au générique chanté. Et l'introduction aussi, le narrateur initial du générique qui apporte aussi avec sa voix. Voilà, Michel Paulin donc, qui a fait les voix de... Attention. Les voix Michel Paulin. Oh, il a fait beaucoup de voix. Non, c'était une narration particulière. Et je voudrais quand même souligner vraiment le flair qu'a eu Haïm Saban et ce qu'a apporté Chouki, puisque Saban avait organisé à l'époque, dans les années 70, des castings dans un studio qui s'appelle le studio Condorcet à Toulouse. Et c'est là qu'il a rencontré quelques personnes qui avaient des voix exceptionnelles, dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Quand on pense à des gens qui chantent Jace, Ulysse 31, on voit que c'est des voix haut perchées, métalliques, incroyables. Et à ce moment-là, il y avait un homme qui s'appelait Yves Martin, donc dit Lionel Leroy, qui chantait Ulysse 31 et autres Starsky et Hutch. Et dans le lot, il y avait un monsieur beaucoup plus âgé qui s'appelait Jacques Cardona, qui est donc le chanteur des Mystérieuses Cités d'Or, qui a écrit pour Mike Brandt, Marie Myriam, qui a fait toutes les chansons de Gold aussi, qui ont été des gros succès. Et c'est vraiment important. Donc ils lui ont proposé de chanter le générique. Et comme à l'époque, c'était pas très bien vu dans le milieu du dessin animé de faire des chansons dans ce genre, surtout quand on fait de la variette ou autre chose, c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre le pseudonyme du groupe Apollo. Et je tiens à souligner aussi le talent incroyable de Chouki Lévy, qui a quand même composé toute la partition des Mystérieuses Cités d'Or, plus de 80 musiques, en autodidacte. C'est-à-dire qu'il a fait ça d'une traite. Pour moi, c'est un génie de la musique. Donc du coup, effectivement, les Cités d'Or, c'est quand même un ensemble d'éléments, hein, que ce soit le doublage, la qualité de l'aventure. Quelles sont les valeurs de la série? Qu'est-ce qui ressort de cette série? La valeur la plus forte, je dirais l'amitié. Après, on a aussi le courage. Ce sont les deux valeurs principales, on va dire. Aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, l'année dernière, est sortie une suite. Pourquoi 30 ans d'attente, Bernard? Parce que malheureusement, la série avait marché très moyennement au Japon et très bien en France. Donc les Français envisageaient la possibilité de faire une suite. On a évoqué quelques fois. Et les Japonais n'étaient pas du tout intéressés du coup, parce que ça n'avait pas très très bien marché chez eux, enfin très, très honorablement, mais sans plus. Et comme on avait beaucoup de productions en cours à l'époque, on démarrait les Mini-Pouces, on démarrait Inspecteur Gadget. Avec les Américains, du coup. Voilà, je me souviens plus de quel... Jace? Non, Jace c'était après ça, mais voilà, donc on a un peu laissé malheureusement les Cités d'Or à notre grand gré, parce que
il nous fallait quand même être 2 pour produire. On ne pouvait pas assumer financièrement la production d'une série comme ça. Donc on a un peu laissé de côté. Et malheureusement, quand on y est repensé il y a à peu près une douzaine d'années, heureusement Jean Chalopin a racheté tous les droits de la série qui étaient un peu éparpillés. Et on a commencé à faire des premières recherches, mais la possibilité d'une série n'est venue que quand la génération, votre génération, est arrivée au pouvoir, ou au moins dans les coulisses du pouvoir, et a commencé à dire ça serait peut-être une bonne idée de faire une série. Donc les chaînes ont commencé à y penser, et surtout TF1, qui nous a bien appuyé pour ça, et qui a tenté l'aventure de la 2e série avec succès. La demande s'est bien faite ressentir dans les années 90 avec les premiers salons où oui, mais alors là, c'était pas encore, vous n'étiez pas encore dans les coulisses du pouvoir. Là, c'est votre génération. L'année dernière, il y a eu un manga aussi, enfin un manga, une adaptation BD des Cités d'Or. Thomas Bouvray est derrière ce titre. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cette histoire? Pourquoi cette volonté de l'adapter sur papier, les Cités d'Or? Eh bien, l'idée de base était de Thomas, justement, qui est un fan de la série depuis toujours, comme nous tous ici, et qui un jour a proposé quelques planches à Kazé, qui a été intéressé, surtout à l'approche du 30e anniversaire de la série. Et donc, du coup, le projet est encore en cours. D'ailleurs, il est en train de préparer le 3e tome au Japon. D'ailleurs, il le dessine. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. On l'avait contacté, mais il est au Japon. Voilà, il travaille au Japon avec des Japonais. On le salue. Et donc vous deux, Gilles et Rui, pardon, vous avez sorti l'ouvrage consacré donc aux Cités d'Or. Pourquoi du coup? Comment vous êtes c'est pas né comme ça? Il y a eu des années de travail, de recherche et autres. Comment vous avez collecté toutes les informations, toute cette richesse visuelle notamment de votre ouvrage? Eh bien, donc Rui et moi, on se connaît déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Puis un jour, on a fait le constat qu'entre toutes les rencontres qu'il avait, les interviews qu'il avait fait, et moi-même mon travail de recherche de mon côté au sein de l'association, on avait de quoi écrire un recueil, un livre sur cette série-là. Et donc on a contacté plusieurs éditeurs. Donc au final, il s'est avéré que c'est avec Soleil que ça s'est fait. C'est un beau hasard. On a continué les recherches auprès de Bernard, de Jean, des Japonais. On a retrouvé des choses aux États-Unis aussi. On a regroupé tout ça et puis voilà. Que ressentez-vous, Bernard, d'une telle reconnaissance à travers ces ouvrages, à travers le public présent? J'ai découvert ça à Paris à Japan Expo il y a une douzaine d'années, hein, c'est ça, oui, à peu près, et même une quinzaine. Et on a été surpris la première fois. Ça nous a vraiment touchés parce que comme je vous disais tout à l'heure, on ne voyait pas les spectateurs, on ne savait même pas qui regarder. On pensait que ça marchait parce que les chaînes recevaient du courrier en plus grand nombre que d'habitude. Donc ils nous signalaient que ça devait marcher, puisque les lettres étaient plus nombreuses, mais c'est un peu toutes les informations qu'on avait. Ensuite, il y a eu l'hebdomadaire, Pif le Chien, qui a organisé un concours entre les séries de l'époque, et nous avons eu la Truffe d'Or avec Pif le Chien. Donc là, on s'est aperçu quand même que ça devenait plus sérieux comme phénomène. Et puis des années après, donc les manifestations comme celle-ci ont commencé. Et là, on a vu vraiment que vous étiez très nombreux à avoir apprécié la série, apprécié les séries de la DIC à l'époque. Et on a découvert ça avec émotion parce qu'enfin, on voyait nos spectateurs. On savait qui ils étaient. Et l'aventure est loin d'être terminée parce que l'année dernière, au Cartoonist, à Nice, il y a eu une grande annonce qui a été effectuée. Je vais laisser la primeur à Virgile, peut-être annoncer. Je vous l'ai dit en intro, mais certains n'étaient peut-être pas présents. Mais une adaptation? Ouais, une adaptation cinématographique qui est actuellement en développement. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà tous au courant. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Non? Qui était au courant? Qui était au courant? Il y a un film en préparation. Oh bah ça va. Ouais, ça va. C'est la majorité. Vous avez peut-être déjà, vous suivez un petit peu vous regardez un petit peu ce qui est fait sur Internet. Il y a une page Facebook dédiée au film où on met les premiers concept art, tout l'artwork, des coulisses qui sont que j'ai emmené avec moi. Alors si vous les connaissez déjà, vous avez peut-être pas envie de les revoir. On va les regarder quand même. Mais j'avais surtout envie, en fait, c'est pour Bernard parce que je sais que Bernard il va découvrir aussi beaucoup de choses et puis j'ai emmené aussi
petits trucs en exclusivité qu'on n'a pas mis encore sur Internet. Et pour préciser ton rôle donc dans cette aventure Alors mon rôle, à la base je suis le porteur et je me suis dit si personne l'a fait, je vais le faire. Et donc voilà, et j'ai commencé à travailler sur le projet en septembre 2007 et depuis ça a mis du temps, donc déjà on a fait un teaser, j'ai commencé à écrire un scénario de mon côté pour rencontrer donc les ayants droit, donc Jean Chalopin. Sous le regard des gardiens du temple, hein, du coup. Bien sûr. Jean Chalopin et Bernard. Et puis en novembre 2011, j'ai rencontré donc Raphaël Benoliel, qui est mon associé aujourd'hui, avec qui fait la couverture donc du magazine 30 ans et demi, qui est le numéro 1 qui a été lancé par Rui. Par Rui, le bébé, numéro 1. Qui est donc le magazine des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Donc à peu près nous tous aujourd'hui ici présents. Donc je vous invite à découvrir en tout cas le magazine, puisque Rui a misé sur le film dès le début et a dédié la couverture donc à Raphaël, qui est le producteur du film. Il a acquis les droits d'adaptation cinématographique en 2011. Et on s'est rencontrés, donc lui avait envie de faire le film de son côté, j'avais envie de faire le film de mon côté, on s'est rencontrés, on s'est entendus et ça fait aujourd'hui bientôt 3 ans qu'on travaille ensemble sur le film. Et donc il m'a confié la direction artistique. La direction, c'est un honneur de me retrouver sur un projet pareil. Au début on a juste une idée et après ça devient concret. Aujourd'hui, les Mystérieuses Cités d'Or, c'est ma vie. Je me réveille avec les Mystérieuses Cités d'Or, je mange les Mystérieuses Cités d'Or, je m'endors avec les Mystérieuses Cités d'Or. Et quand le film sortira, je réalise que j'aurais consacré 10 ans de ma vie à ce projet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un grand film de 5 heures. Sortir un film de 5 heures au cinéma, c'est absolument pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a coupé le film en 2 parties. Et la structure elle-même, en fait, du film, donc il y a un diptyque, la structure ressemble à celle du médaillon, qui est lui-même, il y a 2 médaillons, donc les 2 clés, qui sont chacun aussi en 2 parties avec la lune et le soleil. Donc voilà, il y aura 2 parties qu'on espère sortir entre 6 et 12 mois d'intervalle maximum. Où en êtes-vous dans la production du coup aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'est pas encore entré en pré-production, on est dans la phase de développement, puisque la phase de développement, il se passe 2 choses, c'est-à-dire qu'on est encore en train d'écrire le scénario. On aurait pu s'arrêter déjà depuis bien longtemps, et en fait, je pense que Raphaël va finir par péter un plomb à cause de moi, et je suis jamais satisfait en fait, et c'était important pour Raphaël, si je me retrouve vraiment aujourd'hui sur le film, c'est que c'était important pour lui d'avoir un fan aux commandes, même si lui est fan, je le suis plus que lui encore, et je défends le projet. C'est pour ça que j'ai créé en fait une structure qui s'appelle Fans Funding, qui est en fait une structure pour faire du lobbying. Et j'invite tous les fans, en tout cas, ne serait-ce que à liker la page ou à être présent. Le but de Fans Funding, c'est surtout de dire attention, on est là, on est des fans. Moi, l'idée est venue après l'adaptation cinématographique de Dragon Ball. Je suis un grand fan aussi de Dragon Ball, et quand j'ai vu l'adaptation cinématographique, j'ai pleuré. Voilà. Tout le monde l'a vu Dragon Ball là ? Non, mais vous version américaine, c'est pas grave. Ça sert à rien. Hein, vous pouvez. Mais ça existait parce que je suis fan, donc si tu veux, je suis allé le voir. Je l'attendais et quand on a trouvé un. Voilà. Et j'ai pleuré dans la salle. Non, pas de joie. J'ai pleuré, voilà. Et je me suis dit, plus jamais, quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, il n'y a pas de fan derrière. On ne peut pas être fan et écrire un film et faire un film pareil où on connaît pas du tout l'œuvre d'Akira Toriyama, c'est pas possible. Donc vous allez faire participer les Donc amateurs. Le but c'est de se dire plus jamais ça. Et s'il y a des fans derrière, le but c'est d'être un mur de fans qui doit être indépendant de la production et indépendant de la distribution pour pouvoir dire et pour que la production n'oublie jamais. Et de se dire qu'on a une responsabilité aujourd'hui et qu'on doit satisfaire autant les fans, aussi bien sûr ceux qui ne connaissent pas les Mystérieuses Cités d'Or et qui pourront le découvrir à travers le film. Mais c'est important que les fans soient là et de dire on est là, on surveille, ne nous décevez pas quoi. Et voilà. Tu as mis en place un financement participatif communautaire. Pas pour le film évidemment, parce que alors, le film c'est un très très gros budget. On n'a jamais pensé une seconde qu'on pouvait réunir les fonds via un site de financement participatif. Il faut savoir qu'aujourd'hui un film comme Les Mystérieuses Cités d'Or, pour que le film soit réussi, c'est 140 millions
de budget, à savoir que le plus gros budget de film européen aujourd'hui c'est Astérix. Je sais plus si c'est Astérix et Cléopâtre ou Astérix aux Jeux Olympiques, qui a coûté 75 millions d'euros. Donc on est presque au double pour qu'on y croie, parce que c'est un film qui demande... Voilà. Sans les Américains, on souhaiterait... Alors, sans les Américains, on aimerait se passer des Américains, puisque on le voit avec Dragon Ball, ils connaissent pas... ils font le film parce qu'ils savent qu'il y a un public qui ira le voir, mais ils font n'importe quoi. Donc on préfère vraiment que ce soit... Et puis on va aller voir bientôt Mitsuru Kaneko au Japon à la fin du mois d'avril pour l'impliquer vraiment en tant que fan, en tout cas dans le film et tout, pour qu'il soit aussi là, quoi. Et que les gardiens du temple soient présents, que ce soit Mitsuru, Jean et Bernard. Voilà. Donc tu vas nous montrer quelques images en les commentant? En les commentant rapidement, parce que je crois que... Bon, ça va. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, alors les artworks de Facebook. Un qui n'a pas été diffusé encore. Voilà. Celui-ci, vous l'avez encore jamais vu, il n'avait pas été mis. C'est une exclusivité. Voilà. Voilà, tout le monde connaît cette séquence, évidemment. C'est une séquence... Il ne faut pas toucher à l'ordinateur. Attention, Gilles. Attention. Donc tout le monde connaît à peu près c'est le sauvetage d'Esteban. C'est au moment où le père d'Esteban confie donc Esteban à Mendoza, qui risque sa vie en plongeant en pleine mer. C'est la séquence d'ouverture du film. Donc voilà, le film ouvre par cette séquence. Donc voilà, on va continuer. Une autre scène clé que tout le monde connaît aussi. Donc là, Esteban a grandi. On sait qu'il a été confié au père Rodriguez dans la cathédrale de Barcelone. Et 12 ans après, donc il est hissé en haut de son mât pour appeler le soleil. Donc là, on est vraiment au moment où malgré lui, le soleil apparaît et perce les nuages à la grande satisfaction, à la grande surprise des Espagnols. On continue. Un concept art de l'arbre de Tao. Donc évidemment, bon après, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, vous voyez les branches, c'est bon, avec les maisons du village de Tao, donc que nos héros découvrent sur une des îles Galapagos. On continue avec le magnifique temple de Kucharaka, qui est le temple qu'ils découvrent sous le fort de Pissarro. Là, on est à peu près à la moitié du film, ce qu'on appelle le climax médian, c'est-à-dire que le climax médian, c'est vraiment la scène qui se trouve au milieu du film et qui fait basculer le film d'un niveau à un autre. Avant le temple de Kucharaka, on va dire qu'on est dans un univers plutôt espagnol, puisqu'on vient de quitter Barcelone, on est vraiment avec les Espagnols. On arrive en plus au Pérou, on se retrouve avec l'univers encore des Espagnols, avec l'armée de Pissarro, et ils arrivent donc à s'enfuir par les canalisations du fort de Pissarro, et ils se retrouvent là avec le temple de Kucharaka et avec l'épreuve du temple. Ils sortent du temple et là vraiment ils se retrouvent en territoire inca, et donc après on quitte vraiment le milieu espagnol pour se retrouver vraiment avec les Incas. L'attaque du fort de l'Aigle Noir, séquence importante du film, séquence assez épique. J'ai même une animatique, tiens, je vais montrer. Alors une animatique, ce n'est pas du tout une scène, évidemment, enfin la scène sera tournée, évidemment, elle existera dans le film. L'animatique, c'est juste une animation d'une image fixe. C'est-à-dire que là, vous voyez, donc c'est fait sur un logiciel qui s'appelle, pour les connaisseurs, After Effects. Je ne sais pas s'il y a des infographistes parmi vous. Et en fait, After Effects, c'est un travail, on mélange des couches, et donc vous avez le travail de la réalisation du tableau, qui est assez intéressant de voir justement comment l'attaque du fort de l'Aigle Noir, le tableau a été... Il n'y a pas de son, c'est pas grave. Il y a de la musique pourtant. C'est pas grave. Bon, regardez, c'est quand même assez sombre, donc on voit
le fort qui se construit avec la montagne en forme d'aigle derrière. Voilà le brouillard, l'armée espagnole, l'armée de Pizarro qui s'apprête à attaquer le fort de l'Aigle. Et évidemment, ils vont avoir une drôle de surprise à ce moment-là, puisque Tao a l'idée géniale de donc lancer dans le dessin animé une torche. Dans le film, il y en aura plusieurs, pour rendre évidemment la scène... Il y a plus de moyens aussi, et aussi pour rendre la scène un peu plus impressionnante et surprendre les Espagnols qui donc... voilà, les Incas n'ont pas l'habitude de se battre en pleine nuit parce qu'ils se battent avec la protection du dieu soleil, donc Inti. Et donc Tao a l'idée de créer des soleils artificiels pour que là les Incas puissent voir les ennemis et donc les attaquer avec les flèches et ensuite avec les pierres, donc les catapultes. Et là, voilà, les Espagnols. Donc pour les Incas à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'ils sont en train de se faire décimer par les Espagnols. Et là, ils croient vraiment au retour. Donc l'incarnation de Viracocha qui est là, le fils du soleil qui est envoyé, l'élu est là pour les sauver, pour les protéger, parce que depuis l'arrivée des Espagnols, c'est la première fois en fait qu'ils gagnent, qu'ils remportent une victoire contre les Espagnols grâce à la présence des enfants. On va finir avec... Ah oui, on va finir avec lui évidemment. Avec la découverte de Tseila, donc qui est la fausse Cité d'Or. On y croit. Là, on est à la fin de la première partie du film, la partie 1. On pense avoir trouvé la Cité d'Or. Enfin, les enfants pensent surtout avoir trouvé la Cité d'Or avec la lumière donc du soleil qui donne l'impression que la pierre est de l'or. En fait, c'est juste la pierre, mais à l'intérieur du grand temple. Au centre, ils vont donc trouver, ils vont faire la magnifique... alors, malheureusement, alors, là ça donne pas très très bien, puis en plus il manque de... Si on était dans le noir total, vous verriez mieux. Mais évidemment, ils vont faire la découverte du Grand Condor. Alors évidemment, le Grand Condor, il n'est pas encore... conçu, mais je peux vous montrer en exclusivité aussi des images de la première version. Donc c'est une version bêta, il ne faut pas penser une seconde que ça sera la version définitive du Grand Condor que vous verrez dans le film. Il y a un petit personnage, je ne sais pas si vous le voyez en bas, en fait c'est juste pour vous montrer l'échelle du Grand Condor par rapport à un personnage de la taille de Mendoza qui est ici, voilà, qu'on voit la patte, on va le voir encore, voilà. Un petit peu plus, vous voyez le personnage, vous avez des angles un petit peu différents, voilà. Et en exclusivité, donc je vais vous montrer notre... Ah oui, quand même, si, il faut que je vous montre, si vous ne l'avez pas vu, vous avez Mendoza, son costume, le caractère, voilà, le caractère design de Mendoza. On peut applaudir. Qui est quand même fidèle. Voilà, c'est le costume de Mendoza pour le film, le character design de Mendoza. Et alors, le personnage, l'acteur qui nous a inspiré, en tout cas dont vous voyez le visage, c'est un acteur. Donc là, bon, vous voyez les croquis avant la colorisation, donc qui est ici. Et l'acteur, voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, Javier Bardem, qui est un grand acteur très bon choix. Espagnol. Bon, il n'a pas signé encore. C'est ce qu'on appelle la wish cast list, c'est-à-dire l'acteur qu'on souhaiterait avoir dans le rôle de Javier Bardem. C'est celui qui fait l'unanimité à la fois du côté de la production et du côté des fans. On a lancé sur internet un petit sondage pour savoir quel acteur les fans verraient dans tel ou tel rôle. Et Mendoza arrive en première. Javier Bardem arrive en première, en haut de la liste. Et en plus, il donnerait vraiment une dimension super au film. C'est un super grand comédien. J'ai une petite question en parlant des rôles. Bernard, quel serait le casting idéal? Dur là. Ça ne me concerne pas. Là, je trouve que pour Mendoza, c'est vraiment formidable. J'adhère complètement et j'arrive même pas à penser à quelqu'un d'autre du coup. Voilà, et Rui et Gilles, vous auriez des... Je suis un peu du même avis. En plus, moi, j'ai pas la connaissance cinématographique de Virgile, donc je serais un peu incapable de citer un casting idéal comme ça. Et Rui?
Non, c'est un très très bon choix. Et puis, si l'équipe a envie de faire appel à Penélope Cruz ou d'autres actrices latines pour des Amazones, etc., bon, je suis pas contre. Qu'est-ce que vous en pensez tous là? Ceux qui aiment bien lèvent le bras. Allez. Ah bah bon, oui. bah voilà. Et là on a quand même des spécialistes là. Et en plus physiquement, quand même, et il le fait quoi. Voilà, et donc... Une dernière image allez, avant de laisser la parole au public. On va vous montrer, donc dans les Mysterious Theodore, puisque vous les connaissez bien, il y a le grand méchant des Mysterious Theodore, c'est pas Pissarro, c'est Ménator. Et Ménator, alors Ménator, on a du mal à trouver un acteur qui lui ressemble. c'est un petit peu difficile. Donc en fait, Ménator, les Olmecs seront faits comme en performance capture, en motion capture. C'est donc avec des comédiens qui incarneront les Olmecs, un comédien qui incarnera Ménator, Calmec, mais avec donc des capteurs un petit peu partout. Ils seront en collant noir avec des capteurs. Et après, on leur donnera donc l'apparence qu'on a envie. Et l'apparence que j'ai eu envie de lui donner, c'est celle-ci. Elle arrive. Voilà, attention. Donc, c'est Ménator. Voilà. Donc, c'est de la full 3D évidemment, puisque le personnage, on peut le regarder. On peut applaudir encore une fois. De près. Là, c'est vraiment l'exclusivité ici. Et voilà. J'espère qu'il nous fera très très peur et ce sera un très très grand méchant de cinéma. Et genre pour voir l'évolution, il y a quelque chose, une dernière plaquette. La toute dernière, je vous montre ça. Voilà, donc on le voit depuis le croquis original avec le dessin animé. Avec un petit peu d'évolution, comment il est fait en 3D, sans les cheveux, et après avec les poils. Voilà. Merci Virgile. Je vous en prie. Exclusivité, on peut l'applaudir. Merci, j'espère que vous serez nombreux à venir voir le film. Voilà. Et que ça mettra toute la communauté d'accord. Parce que voilà, il y a beaucoup de désaccords entre les fans de la saison 1, de la saison 2. J'espère que le film, en tout cas, il sera là pour nous fédérer et nous faire vibrer à nouveau comme la série a pu nous faire rêver et vibrer il y a 30 ans. Voilà. Alors il nous reste 5 minutes pour une ou deux questions du public. Au pire des cas, il faut laisser la place à la prochaine conférence. Vous les retrouvez sur votre stand, hein, du coup, jusqu'à quelle heure? Oui, on sera là jusqu'à la fermeture du... Jusqu'à 18h? Bernard aussi? Moi je m'en vais vers 16h. Bon, bah jusqu'à 16h. Alors une ou deux questions? Allez. Il y aura une saison 3 des dessins animés. Y aura-t-il une saison 3 du dessin animé? Bien sûr, elle est déjà en écriture. La suite de la deuxième saison est déjà en écriture, donc sans doute début de l'année prochaine. Alors, j'aurais voulu poser une question sur le tournage du film. Il faut savoir quand même... Alors voilà, vous m'entendez mieux là? Alors, c'est concernant le tournage du film. Est-ce que vous comptez tourner sur les lieux exacts d'Amérique du Sud pour le film, sachant que certains lieux qui sont présentés dans le dessin animé sont des lieux où on ne peut pas se rendre en tant que même que touriste? Alors, est-ce que vous allez tourner sur des écrans verts? Est-ce que vous allez intégrer ça? Les deux. Alors le but c'est de travailler vraiment avec l'Équateur pour les îles Galapagos et le Pérou. C'est très très compliqué parce que les îles Galapagos aussi c'est très très protégé en termes d'environnement. On peut pas y tourner, on peut pas y faire n'importe quoi, et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça force aussi la production à faire un film le plus respectueux possible des endroits où on va aller tourner. Mais tourner les Mysterious Theodore comme l'ancienne, enfin les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars en fond vert, ça serait... c'est pas possible. Enfin, on peut pas ne pas tourner les Mysterious Theodore dans les décors. Donc oui, on va tourner dans des décors naturels, en tout cas dans la forêt amazonienne, et on aura accès... Alors, le Machu Picchu, par exemple, pour le Grand Pic, on tournera pas avec les comédiens sur place, mais il y aura toute une équipe pour aller modéliser et numériser la ville, puisque de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on connaît du Machu Picchu, c'est les ruines. Et dans le film, on va découvrir le Machu Picchu vivant, c'est-à-dire à son heure de gloire, avec des habitants et toutes les pierres et tous les toits. Voilà. Donc, même si on allait tourner aujourd'hui au Machu Picchu, le Machu Picchu ne ressemblait pas il y a 500 ans à ce qu'on en connaît aujourd'hui. Donc il y aura un travail des deux, c'est-à-dire
et des décors naturels et du décor en studio. Le temple de Kusharaka que vous avez vu par exemple tout à l'heure, là c'est du studio. Et le mélange des deux. Et des maquettes aussi. Il n'y aura pas que tout ne sera pas fait. Voilà, le Solaris et le Condor, ils existeront aussi en maquette. Et en 3D évidemment. Une toute dernière question avant de leur laisser le mot de la fin. Qui a le privilège? Allez, c'est parti. Est-ce que certains acteurs ont déjà signé? Non, parce qu'ils attendent la fin que le scénario soit vraiment fini pour dire oui ou non. Parce que c'est pas parce que la première partie leur plaît et qu'ils trouvent ça très très bien que ça pourrait être le cas à la partie 2. Donc ils peuvent pas signer sur une partie 1, il faut qu'ils signent pour l'ensemble. Donc la partie 2, actuellement, on est en train de finaliser la partie 2. Et c'est sur l'ensemble des deux parties qu'ils signeront. Voilà. Mais on y va, on fait du lobbying, en tout cas pendant ce temps-là. En fait, c'est surtout les fans, ce qu'on a envie de finir, c'est pour ça que c'est important, c'est de se dire, on veut que ce soit vous, parce que les fans ont décidé que ça devait être vous. Leur donner vraiment l'impression qu'ils sont désirés dans tel ou tel rôle. Voilà. Merci. Alors pour conclure la conférence, je vais laisser le mot de la fin, individuellement. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter dire sur cette aventure de Mystérieuse Cité d'Or qui est loin d'être terminée? Chacun. Vas-y, commence. Moi qui ai toujours soutenu le projet de Virgile Offray et de Raphaël Belloniel, et qui ai toujours bien aimé aussi cette partie des documentaires des Cités d'Or, et particulièrement dans ce générique de début où je trouve que par moments on était dans le dessin animé mais c'était tellement bien fait qu'on a l'impression que c'était du live. Moi j'ai envie de rêver au cinéma et de me faire plaisir en voyant un film qui me fasse vibrer dans la trempe d'un Indiana Jones ou d'un Seigneur des Anneaux, et je crois en vous. Oui, moi je suis émerveillé parce que quand on fabriquait le dessin animé il y a 30 ans, dans notre esprit, ça n'était pas vraiment du dessin pour nous. On était avec des acteurs et des décors réels. Hein, on travaillait comme si. Donc là, c'est fabuleux, ça va plus loin, c'est le rêve qui se réalise. Donc moi, je suis vraiment impatient que ça se monte et de voir le résultat. Là, rien qu'avec les premières images, je pense que c'est très très prometteur. Gilles, un petit mot sur le film ou le reste, hein, sur la Cité d'Or, ce qui peut arriver encore. J'espère que c'est une série qui va nous faire, une série, un film, peut-être un ensemble de médias sur cette œuvre-là qui va nous faire rêver encore longtemps. Parce que c'est une œuvre qui mérite vraiment d'être élevée au niveau noble, je dirais, du cinéma. Du 7e art. 7e art, ouais. Et Virgile, pour le mot de la fin. Le truc qui me fait vraiment, en tout cas, me donner l'envie de faire ce film, c'est parce que aujourd'hui, j'aimerais qu'on me cite des films dans le paysage cinématographique et qui véhiculent d'aussi belles valeurs que les Mystérieuses Cités d'Or. Il y en a très très peu. Et ne serait-ce que pour nous et les générations futures, c'est important aujourd'hui, on le voit tous les jours, on vit dans une société très cynique, dans une société très négative, et un peu de lumière dans ce monde nous fera du bien. Voilà. Merci à eux, un tonnerre d'applaudissements.